Je voulais tous vous remercier, Madame la sénatrice, Catherine Firling, Mesdames les assistantes, et les gens avec qui j'ai l'habitude de travailler, Frédéric Bouillot, Olivier Lafitte, Mireille Suma, et ainsi de suite, et leur dire que je suis content de ce témoignage d'amitié. Si notre système a marché, c'est qu'on est fondamentalement des amis, et qu'on n'a pas travaillé pour l'argent, mais qu'on a travaillé pour les malades. Je voudrais aussi dire aux malades, et il y en a dans la salle, que je vais faire ce que je peux pour les aider, mais que nous avons tous nos limites dans ce qu'on peut faire. Alors, au fond, je vais vous parler d'abord d'une vieille molécule qui s'appelle le bleu de méthylène. Alors, bleu, c'est simplement parce que les Allemands voulaient en 1876 pouvoir s'affranchir de l'indigo, qui est la couleur bleue, qui était un privilège des Anglais, ça venait des Indes, donc ils voulaient pouvoir teindre en bleu. Et méthylène, c'est un jeu de mots allemand, parce que ça ressemble à méthylène, et que les bleus de l'époque avaient des noms d'endroits, bleu de Prusse ou ainsi de suite. Le bleu de méthylène, c'est 1876. C'est le plus vieux médicament qui existe. Il est plus vieux encore que l'aspirine. Il est plus vieux de quelques années que le paracétamol dont on a beaucoup parlé. Et il a ceci de fascinant, c'est que c'est le début de l'industrie teinturière. Et dans les années 1860, on apprend à teindre, on apprend l'industrie chimique, on apprend à trouver le benzène. Le benzène, c'est une structure chimique déjà assez compliquée. Et du benzène vont dériver trois types de molécules, les médicaments dont je vous parlerai, mais aussi les explosifs et les insecticides. Et quand vous mettez deux molécules de benzène l'une à côté de l'autre, vous obtenez le bleu de méthylène. Ce que voulaient les Allemands, c'est une teinture. Le bleu est bleu. Il n'y a qu'à aller aux toilettes ici pour se rendre compte qu'il y a des gens qui en prennent et que ça teint bien en bleu les urines. Donc, le bleu a d'abord été essayé comme teinture et très rapidement, Ehrlich, qui aura son prix Nobel dans les années 1900 quelque chose, comprend qu'il peut teindre les tissus et qu'on peut commencer à voir quelque chose dans les tissus et en particulier les parasites. Et il voit en 1885 que le falciparum, qui est l'agent responsable de la malaria, peut être teint par le bleu de méthylène. Et il a l'idée de le traiter, le paludisme, au bleu de méthylène, parce qu'il voit que le falciparum n'aime vraiment pas le bleu de méthylène parce qu'il meurt. Et il montre, dans les années 1880, le premier cas de maladie guérie par le bleu de méthylène. C'est en l'occurrence des accès palustres. Et puis, vous allez avoir, dans cette période, énormément de maladies qui vont être testées au bleu de méthylène. Il va y avoir la dépression, on va y retourner, des premiers cas de neurodégénérescence, mais surtout les maladies infectieuses. Et ils vont traiter, avec une forme de succès, la lèpre, la tuberculose et évidemment le paludisme. Tout ça marche, en tout cas pas mal, et on retrouve, quand on va à la Librairie nationale de France, des centaines de livres sur des maladies traitées entre 1880 et 1920 par le bleu de méthylène. Il note déjà à l'époque que l'effet secondaire du bleu de méthylène, c'est l'irritation vésicale et que les gens ont besoin d'aller uriner de façon plus fréquente, mais que ça peut se lever à l'atropine, ce qui est un traitement qu'on ne fait plus nous aujourd'hui. Là où je veux en venir et ce qui est important, c'est ce papier. Ce papier est écrit en 1906 par un dénommé Abraham Jacobi, qui est quelqu'un qui était assez important, vu qu'il était président de l'Association américaine des pédiatres. Et l'article dit, au fond, ça marche dans tous les cancers. Vous mettez du bleu de méthylène, ça arrête les tumeurs, ça ne les guérit pas, parce que les tumeurs ne disparaissent pas, mais elles arrêtent de pousser. Et il prend le cas d'une femme qui a un cancer de l'ovaire, une grosse masse qui a essaimé au péritoine, il met du bleu de méthylène. Alors les doses ne sont pas
totalement clair parce qu'il parle de granules. Si j'ai compris, une granule, c'est 60 mg. Donc, il doit donner des doses de l'ordre de 500 mg de bleu de méthylène. Et cette tumeur, quelques années plus tard, à l'autopsie, sera de la taille d'une noix. Dans la salle, il y a un autre médecin qui vient de Géorgie, qui dit que lui aussi, il a traité des patients, en l'occurrence des cancers du ORL, puis des cancers abdominaux, et qui eux aussi ont répondu au bleu de méthylène. Et ça, vous allez retrouver dans la littérature. Donc ce papier, il est 1906, c'est Journal of American Medical Association. C'est un journal qui, en tout cas, aujourd'hui est prestigieux. C'est un papier qui est bien fait. Évidemment, il n'y a pas de biopsie parce qu'on ne biopsiait pas à l'époque. Évidemment, il n'y a pas de scanner, d'IRM ou de PET scan. Mais enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison non plus qu'ils se soient trompés. Et surtout, il y a toute une littérature que je n'ai que partiellement fouillée, de textes de la même époque, qui émanent d'une culture d'origine allemande. C'est là où il y en a le plus. Mais moi, je n'arrive pas à lire les textes allemands parce qu'ils sont en gothique et que c'est au-delà de mes capacités bien qu'alsaciens. Mais il y a un papier, il y a une thèse en français par un docteur Rambaud qui exerçait à Bordeaux en 1893, qui dit lui aussi « le bleu marche ». Donc on se retrouve avec la redécouverte de publications anciennes, concordantes et multiples, disant que le bleu de méthylène marche. Alors, ce que nous, on a fait avec le groupe que j'anime et qui me porte, c'est qu'on a essayé un petit peu d'y comprendre quelque chose. Alors, c'est comme toujours, on peut être soit dans le dogme, soit à l'extérieur, on peut être dans le système, ou on peut être refusnique. Ça, c'est des choses qu'on ne choisit pas. Mais au fond, il y a deux grands sujets majeurs en cancérologie. Un, la cellule maligne doit être tuée. Ça, c'est une idée qui date grosso modo des maladies infectieuses. On guérit les maladies infectieuses. Le cancer, ça doit ressembler aux maladies infectieuses. Il faut tuer le cancer. Et c'est toute l'idée de la chimiothérapie anticancéreuse. Et en 1942, à Yale, on commence à utiliser pour la première fois des dérivés des gaz de combat, et on voit que le traitement fonctionne. Le malade qui a un lymphome, il y a une biopsie là par contre de fait, ce lymphome régresse, mais très rapidement, la tumeur repousse, le malade meurt, et en plus il a les effets secondaires. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver tout le long de l'histoire de la cancérologie moderne, des réponses tumorales, des effets secondaires, et malheureusement, fréquemment, mais pas toujours, heureusement, des reprises tumorales. Et le deuxième grand dogme, c'est comme c'est compliqué, nous avons les outils, par l'informatique à l'époque, l'intelligence artificielle aujourd'hui, de démêler tout ça. C'est l'histoire du programme génétique. On s'imagine que nous sommes codés génétiquement, que tout ce qui nous arrive a une explication génétique. Alors, c'est vrai jusqu'à une certaine limite, la couleur des yeux et des cheveux, ou tout ça, c'est génétique, mais les maladies les plus courantes n'ont probablement pas d'explication génétique majeure. Et on s'imagine que ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas trouvée qu'elle n'est pas là. Et nous nous retrouvons donc dans deux paradigmes qui vont être majeurs. Il faut tuer les cellules, et on va arriver à tuer les cellules uniquement quand on aura compris toute la subtilité du programme génétique. Et ça, c'est le dogme. Et comme toujours dans le dogme, vous avez des refusniques qui disent que ce n'est pas comme ça que ça se passe, que c'est probablement plus simple, que le cancer n'est pas une maladie complexe, mais au fond, tous les cancers présentent les mêmes caractéristiques. Le premier refusnik, qui était tout de même prix Nobel, Otto Warburg, qui fait partie de la grande école des chimistes allemands des années 1910-1950, il comprend que les cellules cancéreuses captent le sucre, que ce sucre les alimente, mais qu'elles ne peuvent pas les brûler. Et ça s'appelle, en français courant, une fermentation. Les cellules fermentent, elles font de la masse. Comme elles font de la masse,
ça polymérise, comme aurait dit Romain qui n'est pas là, qui est loin bas, oui. Et la cellule chauffe un peu et elle se divise en deux. Donc Otto Warburg comprend dans les années 20 que tous les cancers, sans aucune exception, et c'était un sujet d'intense débat avec Frédéric Bouillot, que tous les cancers fermentent et que c'est probablement pour cela qu'ils font de la masse. Le deuxième refusnik, c'est Albert Szent-Györgyi. Alors c'est un nom impossible à retenir. Il est lui aussi prix Nobel. Il découvre dans les années 1930 la vitamine C. Il est capable d'isoler la vitamine C dans le paprika parce qu'il vient de Hongrie et qu'en Hongrie, il n'y a pas d'orange, mais il y a du paprika et que le paprika, il y a beaucoup de vitamine C dedans. Donc il est quelqu'un d'extrêmement connu par sa découverte de la vitamine C. Il est obligé de fuir la Hongrie et fuyant la Hongrie, il va aux États-Unis et il ne trouve de place que dans un institut de biologie marine où il se met en tête de comprendre le cancer. Et ça explique aussi pourquoi ça n'a pas eu d'avenir, c'est que se retrouvant dans un institut de biologie marine, il n'y avait pas de cancérologue à côté, il n'y avait pas de malade, et donc ce qu'il a fait a été oublié. Ce qu'il comprend, et c'est fondamental, c'est qu'une cellule, quand elle est bien nourrie, elle est là pour se diviser. Qu'une cellule normale, elle ne se divise pas, elle est juste... la cellule normale, quand elle a à manger, elle se divise. Et il comprend quelque chose de fondamental qu'a recompris Romain, c'est que la raison de la division cellulaire, c'est l'excès d'électrons. Je vais faire maintenant un petit arrêt pour réexpliquer un petit peu la biologie. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais au fond, vous ou moi, Anne-Catherine ou n'importe qui d'autre, nous fonctionnons par une réaction chimique. Nous prenons des électrons, des protons à l'alimentation, nous les lions à l'oxygène et nous faisons de l'eau. Vous ou moi faisons un demi-litre d'eau par jour. Et c'est la réaction chimique la plus puissante qui soit. Et si vous voulez envoyer une fusée sur la Lune, c'est avec des électrons, des protons, vous mettez une allumette et c'est comme ça que ça part. Ça s'appelle la respiration cellulaire. Et vous respirez, vous faites votre demi-litre d'eau par jour et c'est ça qui vous donne l'énergie. Et en biologie, tout est fait pour ralentir le système parce que si vous le faites à tout barzingue, vous explosez. Si ça ne se passe pas, si vous ne respirez pas bien, ça s'appelle la maladie. Et le maladie a un autre mot, un autre synonyme, c'est la fermentation. Dans l'ensemble des maladies, vous faites de la masse. Vous faites de la masse parce que vous ne brûlez pas bien. Et cette masse va faire qu'une cellule se divise en deux. Ça s'appelle de la fermentation. Donc la biologie peut être comprise par deux choses. La respiration, l'oxydation, c'est la vie. Tout va bien. Vous brûlez, vous faites de l'énergie, de l'ATP dont on parlait plus avant. Soit vous fermentez. Et si vous fermentez, vous faites de la masse. Et si vous faites de la masse, les problèmes arrivent. Que ce soit de la masse cancéreuse, que ce soit de la masse sous forme de dépôt amyloïde, ou ainsi de suite. Comprendre ce point crucial est fondamental. Et qu'est-ce que va faire le bleu? Il va empêcher de faire de la masse. Je voudrais juste revenir, parce que c'est fondamental, après je reparlerai sur la clinique. C'est un exemple simplifié, rentrer par les détails, c'est illisible. Mais ça, c'est le cœur du mécanisme cellulaire. C'est le cycle de Krebs. Alors, on peut vous le faire horriblement compliqué avec un enzyme qui fait guili-guili à un autre enzyme qui vous donne un nom barbare et impossible à faire. En réalité, tout ça, c'est que de l'électronique. Et le cancer, c'est une suite de court-circuits électroniques. Donc, on se retrouve de deux choses. Un problème intellectuel, combien d'électrons je dois enlever, et ainsi de suite, et des malades qui sont ici, là et maintenant. Et au fond, comment peut-on enlever cet excès d'électrons qui est responsable de la fermentation,
comme disait Sven Joji, et donc de la prolifération. Alors, comment enlever ça? Premièrement, vous mangez moins. D'où l'idée de mettre les malades en régime hypoglycémique, kétogène, vous en avez des variations. Moi, j'aime bien le lait de vache, quoi qu'on raconte. On a eu une discussion à midi. Il est où? Il est là. Ouais. On n'est pas tout à fait d'accord. Troisième point, relancer la mitochondrie. Vous pouvez la relancer par du sport, de la gymnastique, du footing ou des médicaments type acide lipoïque, hydroxycitrate, et surtout enlever les électrons. Et vous pouvez enlever ces électrons de deux façons, que moi je sache. C'est le bleu de méthylène. Le bleu de méthylène, il prend ces électrons, change de couleur et il les envoie à l'extérieur de la cellule. Et ça explique probablement ce papier de 1906. Et l'autre chose qui est pour moi redoutablement efficace, c'est le dioxyde de chlore. Alors, le bleu de méthylène, je vous rappelle, 1876, efficacité dans à peu près tous les médicaments, dans toutes les maladies, pardon. D'autant plus qu'une grande partie des médicaments que vous connaissez aujourd'hui sont des dérivés du bleu de méthylène. Les sulfamides, les diurétiques, les antidépresseurs, la chlorpromazine, la chloroquine dont on a beaucoup parlé, tous ces médicaments dérivent du bleu de méthylène. Et l'autre médicament qui peut vous enlever ces électrons, c'est le dioxyde de chlore. Alors le dioxyde de chlore, c'est connu parce que c'est un désinfectant qui, lui, ne date pas de 1876, mais de la Révolution française, donc il est plus âgé. Il est utilisé pour aseptiser l'eau que vous buvez ou les piscines pour les bourgeois qui ont des piscines, mais pris à bonne quantité, à bonne dose, c'est redoutablement efficace dans le traitement du cancer. Donc, les patients parleront par eux-mêmes. C'est un des patients qui est là. Vous voyez que cancer de la prostate, vous voyez que le PSA monte. C'est une rechute, pardon, excusez-moi, j'arrive pas, vous voyez que ça monte jusqu'au moment où on met du dioxyde de chlore, du bleu de méthylène, de l'acide lipoïque, de l'hydroxycitrate, du fendant suisse, parce qu'il faut bien vivre, et de la marche. Et vous voyez aussi que ces courbes sont fondamentalement fluctuantes, que ça monte et ça baisse, mais qu'au moment où on a mis ça, le cancer récidivant après une intervention dont il vous parlera lui-même, voilà. Donc là, maintenant, se pose la question de l'étape suivante. L'impression que j'ai, qui n'est qu'un terme d'impression, c'est que quand le cancer n'est pas sur un mode inflammatoire majeur, si le malade n'est pas en train de mourir, ou s'il n'a pas eu des lignes de chimiothérapie les unes derrière les autres, mais ça fait encore beaucoup de... On arrive fréquemment, et je ne peux pas définir le terme de fréquemment, à le stabiliser ou le ralentir. Donc se pose la question d'un essai thérapeutique. Alors, vous savez, quand on n'est pas totalement dans les clous, malgré l'aide de ma femme et les autres, on n'y est pas arrivé. Mais Mireille Suma, qui est une mathématicienne à Dauphine avec qui j'ai bossé, dit qu'un essai devrait comporter 20 à 40 malades pour démontrer ça. Tout ça pour vous dire que ça n'est pas du domaine de l'insurmontable. Donc, probablement le cancer était compris en 1906, probablement le traitement était là. On peut arriver à relire ce qu'ont dit les anciens avec de la physique quantique, avec des électrons et avec du travail. J'ai oublié de vous dire qu'en début d'année, nous avons publié, grâce à la Fondation, un travail qui confirme que le bleu de méthylène ralentit la croissance des tumeurs sur les souris canadiennes. Donc, on ne sait pas ce que ça donne sur les souris françaises, mais tout ceci donne une haute probabilité que c'est par là que ça se joue. Évidemment, on est dans une période de transition
Évidemment, moi, je suis le plus à l'aise devant les équations. J'aime beaucoup ça. Les malades, c'est déjà plus dur pour moi. Et au fond, je ne sais pas comment jouer le coup suivant, qui est évidemment d'une validation de tout ce que je suis en train de vous raconter et ou d'une dissémination de tout cela. Je vous remercie. Bon, non, attends, on avait dit que c'était... Oui, qui veut parler en premier? Bon, Amstramgram. Allez, Gisela. J'ai plus de pression. Bonjour à toutes et à tous. Gisela, j'ai aujourd'hui 56 ans. En 1888, Friedrich Nietzsche a dit « Tout ce qui ne vous tue pas rend plus fort ». Il y a 7 ans, je venais de finir chimio et radiothérapie. Contre toute attente, contre avis médical, j'étais encore en vie. Mais revenons en arrière. Le 12 novembre 2016, de manière soudaine, je fais une hémorragie massive de la sphère ORL. Le 1er décembre, j'ai presque 49 ans, le couperet tombe. Un second avis médical est demandé, puis un troisième. Il s'agit d'un cancer métastasé de la base de la langue, inopérable, sauf à l'ablation de la langue, du pharynx et du larynx, avec des soins palliatifs et une échéance de survie limitée à 3 mois. Je reste néanmoins volontaire pour suivre des essais cliniques, mais les médecins déclinent mon offre. Il m'est alors conseillé de boire et manger aussi longtemps que je le pourrai. En complément, après l'extraction d'un quart de mes dents et la pose d'une sonde de gastrostomie, je m'engage vers le parcours de soins proposé, soit chimiothérapie et radiothérapie aux doses maximales. Mon médecin homéopathe me dirige alors vers le livre du docteur Laurent Schwartz, « Cancer, un traitement simple et non toxique ». Après quelques heures de lecture, je suis convaincu par la démonstration qui est faite. Aussi, contre les avis de mon oncologue et de mon radiothérapeute, je décide, en complément des soins prescrits, de suivre le protocole proposé par Laurent Schwartz, soit le traitement métabolique. Grâce aux réseaux sociaux, je découvre vite, au travers de nombreux témoignages de cancéreux et de leurs proches, qu'il est possible de déjouer les pronostics, y compris les pires. Je dévore les livres les uns après les autres. Certains sont farfelus, mais de nombreux livres évoquent le fonctionnement de la cellule cancéreuse, les mitochondries, la fermentation, les effets du sucre, l'effet Warburg, la glycogénèse, le cycle de Krebs, le traitement métabolique. À l'époque, quelques ouvrages évoquent déjà l'alimentation cétogène. Très vite, je décide de devenir acteur de ma santé. C'est difficile. Je subis les agacements, pour rester poli, et les pressions des médecins hospitaliers qui fuient mes questions et qui contestent mes choix. À l'occasion de chacune de mes hospitalisations, j'ai demandé le bénéfice de l'article 1111-4 du Code de la santé publique, qui dispose expressément que toute personne prend avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Dès lors, je refuse les repas fournis par l'hôpital, trop de sucre, trop de produits transformés. Et je refuse également l'administration de perfusion de glucose. Peu après, je conteste également les repas prescrits qui doivent m'être administrés par voie entérale parce qu'ils sont à la fois sucrés et hyperprotéinés et m'obliger à rester branché une quinzaine d'heures par jour à un distributeur automatique de repas. Début janvier 2017, la tumeur mesure alors presque 6 cm. J'ai des métastases des 2 côtés du cou,
Parallèlement, en raison de la radiothérapie, je n'arrive plus à parler. J'ai une mucite de grade 3. Je produis une quantité de pus, j'ai marqué ahurissante, pour rester poli. Mon changement de régime alimentaire me fait presque perdre 1 kg chaque jour. Néanmoins, à la surprise des médecins, je n'ai pas de réel marqueur inflammatoire, ni de signe de dénutrition. À la mi-février 2017, j'ai perdu 25 kg. Fin mai 2017, après un scanner et une IRM de contrôle, les médecins m'indiquent qu'il n'existe plus aucune trace de la tumeur ni des métastases. J'ai peur des suites. Je sais que les cancers des voies aériennes digestives supérieures sont extrêmement récidivants et que le pronostic de survie à moyen et long terme sont souvent défavorables. Je sais également que les mêmes causes créent les mêmes effets. Les séquelles des traitements restent néanmoins présents. Xérostomie, hyperthyroïdie, difficultés de mastication, de déglutition, perte d'équilibre, etc. Aussi, je décide de poursuivre les changements opérés de mon mode de vie. Je réduis drastiquement à la fois les protéines animales et les sucres. Je maintiens mon poids à 75 kg. Je poursuis le traitement métabolique auquel j'associe 7 à 10 grammes de vitamine C par jour. En complément, durant 6 mois, je décide de suivre les préconisations de nombreux cancéreux et j'associe toutes les 2 heures une prise de dioxyde de chlore de 15 centilitres. Puis, je continue durant 5 ans de prendre le traitement métabolique préconisé et proposé par Laurent. Désormais, le sucre n'est plus mon aliment préféré. Je découvre les bienfaits du jeûne à visée thérapeutique. Jeûne intermittent, 16-8, jeûne long, jusqu'à 10 jours. Ils sont pratiqués avec la bénédiction, comme nous l'a dit ce matin notre réalisatrice, Sylvie, par les autorités sanitaires dans d'autres pays, Allemagne, Suisse, Espagne, pas en France. Aujourd'hui encore, je continue de suivre avec assiduité les travaux dirigés par Laurent, en France par Laurent et son équipe qui l'entourent, mais également à l'étranger par les travaux de Thomas Seyfried, Walter Longo, Eric Berg et de quelques autres encore. En mars 2018, l'oncologue de ma mère décide d'arrêter les traitements contre son cancer. Elle avait un myélome multiple en récidive. À cette époque, moi je sors de mon cancer, ma mère rentre en récidive pour un myélome multiple. Je décide de la conseiller, je lui demande de prendre le bleu de méthylène, je lui demande d'adopter une alimentation hypoglycémique, une hygiène sobre, peu de produits transformés, peu de sucre, peu de viande, beaucoup de légumes frais et de l'oléagineux. Force est de constater qu'elle ne décédera que le 1er janvier 2022, 3 ans et demi après, et sans aucun traitement. Alors que son propre oncologue ne pensait pas en 2018 qu'elle finirait l'année. Que la mort prématurée soit due à une maladie cardiovasculaire, un cancer, à une attaque cérébrale ou à du diabète, de nombreux médecins sont formels. La façon de se nourrir joue un rôle incontestable. Nous creusons notre tombe avec notre bouche. La qualité et la quantité de nos aliments, la qualité de l'eau que nous buvons, de l'air que nous respirons, jouent un rôle prépondérant dans la santé, mais également dans le processus de guérison. Mon propos, j'ai commencé par Nietzsche, mon propos s'achèvera par une citation de Pierre Desproges. La recherche a besoin d'argent. Dans 2 domaines prioritaires, le cancer et les missiles antimissiles. Pour les missiles antimissiles, il y a les impôts. Pour le cancer, il y a la quête. Madame la sénatrice, mesdames, messieurs, je vous remercie.
Merci infiniment, Ghislain. Alors, vous avez entendu les mots-clés « acteur de ma santé ». Je crois que c'est vraiment un des mots essentiels avec, après, une créativité dont on parlait ce matin également, aucune certitude, des doutes. Et puis finalement, on avance et on arrive ici aujourd'hui parmi nous. Laurent ? Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. À cet instant-ci, je me demande encore ce que je vais vous dire d'utile, mais ça, c'est récurrent depuis plusieurs semaines. Qui suis-je ? Peut-être vous dire que je cohabite depuis 3 ans avec un squatter qu'on appelle communément le crabe. Je suis un peu un rescapé survivant de cette aventure. J'ai eu un cancer de la prostate qu'on m'a diagnostiqué il y a 3 ans. Et entrer dans ce parcours dans le monde de l'oncologie a été assez éprouvant, je trouve, pour moi. On est aspiré par un système hospitalier qui a parfois perdu le côté humain de l'humain qui est dans le système et qui nourrit par sa contribution financière le système. On m'a, je pense, dans toutes les 2 phrases utilisé le mot statistique. Je me suis toujours vu comme une statistique. Et en parlant de statistiques, si vous y connaissez un peu quelque chose, il y a différents quartiles. Si vous prenez le plus mauvais, eh bien, tout ce qui était promis dans le plus mauvais quartile de la statistique, je l'ai expérimenté. Quand on nous annonce un cancer, eh bien, en tout cas pour moi, je me suis retrouvé dans une vulnérabilité physique et émotionnelle. Et à ce moment-là, on aurait besoin de soutien. Alors, première expérience, convoqué au tumor board, ça fait rêver. Tumor board, si on le prononce mal, où j'avais 8 personnes en face de moi qui m'ont chacune raconté comment elles pourraient intervenir sur le mal qui rôdait là à l'intérieur de moi. Et je me souviens leur avoir fait cette réflexion, un peu dépité d'écouter tout ça, parce que dans mon parcours professionnel, j'ai eu l'occasion de diriger des cliniques privées, donc je connais le monde médical sous d'autres aspects plus économiques aussi, et de voir les intérêts de chacun de placer son intervention avec sa méthode, parce que forcément, au bout du compte, c'est pas tout le monde qui touchera les honoraires. Et de leur dire, vous savez, juste là, j'ai l'impression de jouer à la roulette russe. Il faut que je tire un coup et on verra ce qui va me tuer, si c'est un de vos traitements ou la maladie. À cet instant, c'est difficile pour moi de faire un choix. Finalement, vu que je n'obtenais aucune réponse sur le délai utile de réflexion qui pouvait m'être accordé pour soigner le mal, j'ai choisi l'option de l'opération. Qui ne s'est pas très bien passé, étant donné que j'ai fait un peu toutes les complications possibles du catalogue que je vis encore maintenant dans ma chair. Donc je parlerai plutôt de mutilation que d'opération. Eh bien, à la suite de ça, quand je récidive 3 semaines après l'opération, je suis déjà en récidive biochimique, eh bien, vous repassez au tumor board qui vous dit que maintenant, après l'opération qui vous a mutilé, après avoir utilisé le couteau, on vous propose le feu. Et puis le poison aussi, parce que ces 2 alternatives-là pourraient aussi éradiquer éventuellement le mal. C'est-à-dire vous dégrader encore physiquement un peu plus, mais comme le dirait mon généraliste de l'époque, c'est un mal pour un bien. Et que si j'étais vous, j'irais tout de suite à la radiothérapie et à la castration, évidemment, le rêve de tous. Et là, je me suis dit, non, ce n'est pas possible de suivre ce chemin, et je me suis mis à être aussi acteur de ma santé de façon très proactive, peut-être un tout petit peu trop proactive, parce que je suis déjà hyper actif à la base, on parlera du bleu après. Donc j'ai à peu près essayé toutes les méthodes alternatives de soins, de compléments alimentaires, de modèles de jeûne intermittent dans toutes ces phases. Vraiment, on peut dire que j'ai exploré largement tout ce qui était possible de faire, jusqu'à ce que dans une séance chez un
de thérapie alternative, je faisais de la biorésonance. La personne me pose le livre de Laurent Schwartz. Elle me dit « Est-ce que vous avez lu ça ?» Non, alors il se trouvait que je n'avais pas encore lu ça. Et dès que je l'ai lu, je me suis dit « Il faut absolument que j'essaye ce protocole. » Ça me semblait rempli de sens. Ça m'a vraiment fait écho. Ce qui est curieux, c'est que depuis le début de la récidive, mon corps tout entier refusait ce que voulaient me dire les médecins qui me suivaient. C'était vraiment une réaction, je ne peux pas dire, c'est inconscient de dire non, je ne dois pas aller dans cette direction. Alors, j'ai entamé donc ce parcours au bleu de méthylène avec le Garcinia cambogia, l'acide alpha-lipoïque, le régime à index glycémique bas et le dioxyde de chlore que je prends, sauf aujourd'hui, je me suis accordé une pause par confort, mais c'est rare, que je prends tous les jours de ma vie. Donc c'est vrai que ce protocole rythme mes journées, parce qu'il ne faut pas mélanger les médicaments, le dioxyde, les repas, enfin bref. Donc je vous passe les détails. Dans ce parcours, finalement, j'aurais aimé qu'on soutienne un patient qui se retrouve en vulnérabilité physique et émotionnelle quand on lui annonce son cancer, pour qu'il puisse s'autodéterminer. Vraiment, qu'on puisse garder ce libre choix de pouvoir aller vers ce qui nous semble être bon pour notre santé. Et dans le milieu médical classique, c'est quand même fort difficile de tomber sur des personnes qui auront de l'ouverture d'esprit. J'ai fait 4, 5, 6 spécialistes et finalement, à la fin, chacun arrivait à la même conclusion. Personne n'a voulu dévier de l'evidence-based medicine, ce qui m'a un peu rendu fou et ce qui m'a fait dire au dernier spécialiste que j'ai vu que finalement, s'il était garagiste, c'était pareil. En suivant un arbre décisionnel, il m'aurait prescrit le même traitement que les précédents. Il n'y a pas besoin de faire d'études de médecine. Excusez-moi pour tous ceux qui sont médecins dans la salle. Ça part juste un peu d'énervement qui m'habite. Voilà, donc vous avez vu un peu ma courbe de PSA, c'est celle-ci qui était affichée tout à l'heure, où une cinétique assez forte au début, depuis le début du traitement métabolique, même s'il y a des hauts et des bas, elle est ici devant moi, on voit que la courbe a tendance à se tasser. Évidemment, j'aimerais aller vers une guérison complète, ça c'est mon fantasme quotidien, mais je suis quand même dans une pleine forme physique, je travaille à 120%, je prends du bleu de méthylène qui me stimule un tout petit peu quand même le cerveau, qui me rend encore un peu plus hyperactif qu'avant. Finalement aussi dans ce parcours, j'avais une amie qui a commencé d'avoir un cancer en même temps que moi, il y a 3 ans, un cancer de la bouche. Elle a suivi la radiothérapie, la chimiothérapie qu'elle a extrêmement mal vécue. Et là, au mois d'octobre, elle m'appelle, elle me dit « Je viens de faire un PET scan de contrôle, j'ai des métastases dans les poumons, sur les os. Le médecin m'a dit « Je ne peux plus rien faire pour vous. » Ah oui, sauf une chimiothérapie de confort. Dans la même phrase, on a associé confort et chimiothérapie. Je ne comprends toujours pas le sens de cette phrase. Et elle m'a dit, c'est juste impossible, je ne retourne pas dans ce type de traitement. Donc, je ne pouvais que l'orienter vers Laurent Schwartz. Je n'avais pas d'autre ressource que celle-ci. On lui avait donné 3 mois. À son PET scan de contrôle fin janvier, eh bien, on voit une légère réduction du nodule sur les poumons, une stabilisation du développement des métastases. Elle est asymptomatique et en pleine forme jusqu'à maintenant. Je crois qu'il est vraiment important d'oser élargir le champ de la réflexion et de la sortir un tout petit peu de l'evidence-based medicine, parce qu'il y a des choses évidentes qui se trouvent en dehors de ce champ limité, et il est probablement temps de le faire. On se demande à qui profite le crime. Le budget de la sécurité sociale en France est 640 milliards pour environ 9 milliards de déficit. Jeunet pourrait faire de fortes économies, générer de fortes économies pour ce budget. Ça ne coûte rien et en même temps, ça ne rapporte pas grand-chose. Donc ça peut être là le problème, je n'en sais rien.
En tout cas, la médecine qui m'était proposée avant ces protocoles alternatifs, mais néanmoins basés aussi sur une évidence scientifique, cette médecine-là n'a pas trouvé le remède contre le cancer de façon radicale. On raconte toutes sortes de choses, on fait un chiffre d'affaires extraordinaire avec, mais il y a encore beaucoup de patients qui souffrent de ce parcours et qui décèdent finalement des suites de leur cancer. Voilà, donc c'est mon propos aujourd'hui. Vous dire aussi que malheureusement, le cancer de la prostate, ça touche un homme sur 8, 50% des hommes après 80 ans. Une femme sur 8 aura un cancer du sein. Et donc la réflexion, elle peut nous rattraper plus vite qu'on ne le pense. Je vous souhaite le meilleur pour votre santé et une bonne réflexion si vous devez traverser un parcours un peu plus difficile. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui veut prendre la parole? Alors, comme vous le voyez, c'est une après-midi de bonnes nouvelles. C'est-à-dire que non seulement nous avons des recettes, entre guillemets, qui nous sont données pour gagner en santé, et nous avons également des recettes qui nous sont données pour faire des économies par la sécurité sociale et soigner l'intérêt commun. Donc nous sommes gagnants-gagnants et c'est à nous tous de joindre toutes nos énergies et toutes nos forces pour pouvoir avancer sur ce bon chemin. Je donne la parole à Geneviève. Mon témoignage, c'est qu'on peut parfaitement guérir d'un cancer comme le mien, par exemple un cancer du sein, grâce au traitement métabolique. Ceci même si les traitements traditionnels n'ont pas fait suffisamment d'effet. Si je suis encore là pour vous en parler, c'est que je connais le chemin et que j'ai fait la route 2 fois, une fois pour moi, une fois pour un ami et voisin, avec une autre pathologie, un glioblastome pour lui. Donc je veux le partager parce que pour moi c'est un secret issu de la recherche dont voilà, je connais un peu maintenant le traitement et qui me permet 10 ans après un cancer carabiné d'être là et en pleine forme. Donc le jour où mon histoire commence, j'ai 49 ans, je suis urbaine, j'ai vraiment un métier et une vie très rythmée. Et après avoir passé un bel été, je reçois la violence d'un diagnostic de cancer du sein multifocal très très avancé parce que les mammos à J-9 mois et J-18 mois n'ont pas permis de me rapprocher d'un centre de soins. Voilà, ça a été mal analysé. Je recommande aux femmes d'ailleurs la double lecture et de quitter les centres où il n'y en a pas une double. Donc, après ces mammographies-là, dans la semaine, je demande plusieurs avis et malheureusement, c'est 3 balles de ping-pong, un indice de reproduction et un nodule ganglionnaire assez important. Autant dire que le pronostic était mauvais. Dans la semaine, donc, je demande plusieurs avis, je fais mon testament, je mets en ordre mes papiers. J'ai un fils de 8 ans et j'entre en action. Pour moi, la seule manière de surmonter ça, c'était l'action. Donc, toutes mes soirées sont consacrées à trouver des chercheurs contemporains qui pourraient éventuellement donner des pistes dans la presse, etc. Donc, je surfe sur Internet, je lis le Cancer Book, je me rapproche de tous mes amis qui sont dans la science pour savoir ce qui se fait de plus avancé et qui n'est pas encore à la disposition de la médecine traditionnelle. Donc, j'apprends que c'est mon cousin qui m'apporte le livre de Laurent Schwartz. Et j'apprends que le cancer est une maladie métabolique, que la cellule ronde possède un système digestif, la mitochondrie, et que chaque fois qu'elle est bombardée de sucre, elle se densifie jusqu'à exploser, comme le fait la cocotte minute quand il y a trop de vapeur.
Donc, je décide moi aussi de me prendre en main. J'aime bien cette expression de devenir acteur de sa santé, parce que c'est là que vraiment c'est la volonté qui permet à la moitié des patients de s'y intéresser et peut-être à d'autres de ne pas vouloir entrer dans ce système. Il faut une volonté de faire, parce que ça touche à notre alimentation, laquelle, depuis la plus tendre enfance, est l'objet de croyances. Par exemple, on s'imagine que si on ne déjeune pas aujourd'hui ou si on se met en jeûne quelques jours, on est en danger. Mais au fond, beaucoup d'hommes qui sont nos ancêtres ont vécu très loin d'un frigidaire, si on remonte même jusqu'à la préhistoire. Et je pense qu'ils ont très très bien vécu. Donc, je décide en effet de jeûner et il m'est proposé à l'hôpital un processus inversé, c'est-à-dire la chimio d'abord, la radiothérapie ensuite et l'ablation du sein en troisième temps. La chimio et le jeûne, c'est 5 mois, plusieurs molécules et une demi-victoire puisqu'il reste encore 60% de tumeurs. Voilà, à l'IRM. Alors moi, j'avais décidé d'une petite méthode qui m'était personnelle et je ne pouvais me détendre que grâce à ça. C'était alors chaque traitement classique ou innovant allait m'être appliqué un par un. Et je ferai une image avant et après. Donc après la chimio, c'est 60%, c'est mesuré à l'IRM et tout ça. Le traitement métabolique, là, parce que comme la chimio n'a pas bien marché, je m'y mets sérieusement avec le jeûne, etc. Et je n'ai qu'un mois parce que traditionnellement, c'est une radiothérapie préopératoire et on est couvert durant l'opération que si on fait la radiothérapie. Par conséquent, le mois qui me reste, je n'en fais pas rien. Je décide de suivre le traitement métabolique avec l'association Cancer Métabolisme et Laurent Schwartz. À la fin de ce mois-là, mes tumeurs ont régressé de 22%. Puis la radiothérapie intervient. En mai, c'est 35 jours. Et à la fin, c'est décevant. Les tumeurs font encore 38% de la masse globale du début. Enfin. Donc c'est très peu. Et je vois bien qu'on ne va rien me proposer d'autre. Heureusement, je reviens au traitement de Laurent Schwartz une seconde fois. Et donc je poursuis un traitement un peu modifié avec des molécules à une durée de vie plus longue, et puis la nuit, etc., un dosage augmenté. Et là, jamais j'oublierai ce jour de juin, où, au Val-de-Grâce, on me dit, écoutez, ce TEP scan-là est vierge. Donc, plus rien. Et même pendant la chimio, le ganglion poursuivait quelque part sa croissance. Et là, il avait disparu avec le reste. Alors moi, je crie victoire, bien sûr, puisque j'étais contente, je pensais. Mais la médecine traditionnelle m'a quand même dit, voilà, en fait, on a bien des TEP scans, mais tout ce qui est inférieur à 7 mm ne peut pas se voir. Si bien que si vous avez encore en quelque sorte des braises tumorales, c'est dangereux, il faudra quand même faire l'opération. Ça m'ennuyait, j'ai beaucoup réfléchi, mais finalement, j'ai eu une idée. Je me suis dit au fond, puisque voilà, dans la famille, mon mari, etc., souhaitait que cette opération ait lieu quand même, j'en profiterai pour demander une anapate très serrée de mon sein. Quand on retire une tumeur, on peut l'analyser. On fait des tranches et on dit que c'est une anapate. Ça permet de voir un petit peu la densité
de ce qui restait. Et c'est ce que je voulais savoir par rapport à tous les fabricants de TEP-scan que j'avais appelés et qui me disaient bah, écoutez, vous avez peut-être quelque chose, mais on ne peut pas le voir. Donc, je voulais savoir, in fine, qu'est-ce que j'avais là. Et là, à la surprise générale, toutes les enveloppes mucoïdales des tumeurs avaient disparu. Elles avaient été probablement, on a pensé, digérées par la bromélaïne à haute dose que j'avais prise. Voilà, donc mon message à moi, c'était de vous parler de ce témoignage-là, mais de vous dire aussi que par la suite, j'ai eu des malades autour de moi à qui j'ai parlé, etc. Très peu ont accepté de s'engager. Mais il y en a un, Olivier, il s'est engagé. Il a eu, il y a 2 ans et demi, 3 ans, un glioblastome, un papa de 3 enfants. Et ce glioblastome, c'est dans le cerveau, donc, était une tumeur enchevêtrée dans ses cellules cérébrales, c'est le mot que je cherche. Et lui, mon mari et moi, alors oui, je ne vous ai pas dit, mais quand on fait le cétogène, le mieux, c'est d'essayer de le faire avec ceux qui déjeunent et dînent avec nous, parce que c'est un bon moyen de garder la volonté de manière légère, sans avoir d'effort à fournir. Alors, cet ami et voisin, nous lui avons fait son plat midi et soir pendant 6 mois. Et Gustave Roussy a annulé sa chimio. Il est traité à Sainte-Anne et bien sûr, il a été traité comme moi. Voilà, si je devais vous laisser une image en conclusion, c'est que les cèpes ne poussent pas sur la plage. Et que le terrain, c'est beaucoup. Alors là, encore une fois, très clairement, la détermination, la volonté, la créativité, on ne peut pas dire autrement, et puis vraiment la volonté de ne pas suivre la doxa et se laisser enfermer dans ce dont on a décrit tout à l'heure. Je laisse la parole à Guillaume. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Guillaume, j'ai 50 ans, 4 enfants. Je mets le chronomètre pour ne pas parler trop long. Hein? Ok. Alors, moi, il y a à peu près 1 an, j'avais des petites absences. Le truc bizarre. Au début, c'était une fois, puis après 1 fois par semaine. Après 1 fois par jour. Je suis allé voir mon médecin, il m'a dit « Oh, ça doit être un malaise lipothymique. » Enfin, donc on a cherché du côté de la glycémie, du cœur, il n'y avait rien. Et puis, en juin, je suis arrivé à 12 par jour. Et donc là, un ami d'amis dans le travail qui était médecin a dit non, mais là, c'est pas des malaises lipothymiques, il faut qu'il fasse une IRM du cerveau. Donc j'ai pu faire une IRM du cerveau, j'habite à Lille. Et là, le diagnostic, c'était glioblastome, donc une tumeur au cerveau, assez de la taille d'un noyau d'abricot, voilà, ici, qui générait en fait des crises d'épilepsie partielles, ce que j'ai compris, su après. J'ai été opéré quelques jours plus tard par une chirurgienne formidable. Toute l'équipe là-bas au CHU de Lille était formidable. J'ai été opéré et puis à ce moment-là, alors moi j'étais en perspective de me laisser guider. Et donc à ce moment-là, on était en juillet, je voulais pas aller regarder sur Internet les stats, les études et tout, parce que je me dis oh là ça va me faire peur ça. Donc j'ai rien regardé. En me disant, je fais confiance. Je suis rentré chez moi, je me souviens, croyez-le ou pas, la première chose que j'ai fait, c'est de la confiture d'abricot. Alors, un gros paquet, et je peux vous dire, je m'en suis envoyé des grosses quantités, comme si quelque chose en moi avait besoin de sucre. Là-dessus, je suis rentré dans le protocole qu'on me proposait, qui était de la radiothérapie couplée avec la chimio, et il y avait des IRM de centrage. IRM de centrage, donc début août, et puis je suis rappelé 1 semaine après en disant « Monsieur, il faut qu'on vous voit ». Bon, je suis rentré de mes vacances dans le Cantal,
Bon, qu'est-ce qui se passe? Ça commence quand? On dit, non. On oublie la radio, la chimio, parce qu'il y a 3 nouvelles zones qui sont apparues, donc multifocales. Donc c'était grade 4 déjà en juillet, mais 3 nouvelles zones sont apparues là en 1 mois, parce qui n'étaient pas du tout là en juillet. Donc on ne peut plus faire ce qui était prévu. Et donc là, j'étais Oscar Lambray, un centre de lutte contre le cancer. Vous retournez au CHU et c'est eux qui vont vous dire ce qu'ils font. Oh, alors là, je me suis dit, oh là, c'est quoi ce... Qu'est-ce qui se passe? J'avais des amis, des patients m'avaient dit, tiens, tu devrais regarder ci, tu devrais regarder ça. Je ne voulais pas regarder. Là, j'ai commencé à regarder. J'ai tapé sur Internet. Alors là, quand j'ai lu les statistiques, les papiers, là, j'ai flippé. Pronostic terrible. Bon, le médecin m'avait dit dès le départ, monsieur, vous avez quelque chose qu'on ne sait pas guérir, on préfère vous le dire. Mais là, quand j'ai vu les pronostics, donc je me suis dit, non, c'est pas possible. Je peux pas rester comme ça, impassif, quoi. C'est une notion d'activité. Une amie qui m'avait envoyé plein de WhatsApp tout l'été que je n'avais même pas regardé, je suis allé regarder. Elle me parlait de le dioxyde de chlore, elle me parlait du cétogène, tout un tas de trucs qui me... Bon, moi avec ma confiture d'abricot, forcément, ça me... Bon, je me suis dit, non, mais ok, j'ai recherché, je comprenais pas l'histoire du sucre et tout, je suis tombé sur les publications de Laurent, des vidéos. Bon, je suis polytechnicien, j'ai essayé de comprendre, j'ai fait majeur bio, mais j'ai tout oublié, je vous rassure, mais... Et là, ça faisait sens pour moi. Tu vois ce que tu expliquais. Je me dis, ok, là, je comprends déjà. Cétogène, alors il y avait une histoire de mutation dans le cerveau que je ne comprenais pas. Ma diététicienne qui me suit sur le cétogène, c'est vraiment important, je le recommanderais, m'a dit, si tu veux, enfin si vous voulez, moi je peux vous mettre en relation avec le docteur Schwartz, si vous avez une question, allez-y. Et donc c'est comme ça que j'ai pu être en relation avec le docteur Schwartz. En septembre, 13 septembre. Alors, je pense que j'ai été guidé un peu. Bon, je suis quelqu'un de croyant. Peut-être la Providence m'a guidé jusque-là. À un stade où je me dis, mais en fait, il n'y a pas de perspective, quoi. Bon, j'entends qu'il y a un parcours thérapeutique qui est proposé et qui vise à peut-être gagner, alors c'est peut-être du confort, mais on gagne quelques semaines de vie, quoi. On va dire, c'est déjà ça de prix, mais bon... Donc une ouverture à la fois, bon, c'était lourd, évidemment, c'est lourd, et puis de l'ouverture en me disant non mais là, il faut que je... Bon, le cétogène, j'avais déjà commencé. En entendant Laurent, lisant le livre avec mon épouse, ça a fait sens pour nous. Donc on a pris le temps de réfléchir, on s'est dit bon, allez, on y va, on essaye. De toute façon, à la limite, on a compris qu'on n'avait pas grand-chose à perdre. Donc essayons. J'avoue que j'ai eu un rendez-vous, un accueil très ouvert de l'oncologue de l'équipe là, du CHU de Lille, bon, qui ne connaissait pas bien Cétogène, qui ne connaissait pas les travaux de Laurent Schwartz, il voulait comprendre, elle voulait comprendre. Et elle nous a dit, bon, j'ai l'impression que vous avez, avec votre épouse, vous avez bien réfléchi, puis en fait, voilà, vous avez choisi une voie. On a dit, oui, c'est vrai. Elle a senti que c'était peut-être réfléchi. Et elle dit, écoutez, moi, par définition, je respecterai votre choix, continuez à venir me voir, je vous suivrai. Enfin, vraiment beaucoup d'ouverture, d'humanité. Donc, j'avoue, je rends hommage aussi, voilà. Alors, depuis, j'ai refait une IRM en octobre, une en décembre, puis j'en ai repassé encore une hier. Et ce qui était complètement explosif, pendant l'été, hein, vous avez compris, ça a réduit, ça s'est stabilisé. Ma chère oncologue, d'ailleurs, m'a dit, écoutez, je suis ravi pour vous, je suis à Alsace, je suis content. Je ne connais pas bien ce que vous suivez, mais en tout cas, je vois que ça... Elle était inquiète pour moi, humainement. Elle dit, écoutez, c'est chouette. Vous êtes mon patient le plus en forme. J'ai repris le travail le 1er octobre. Voilà, donc j'ai une qualité de vie, on va dire, très bonne. Hein, avec, vous l'avez peut-être vu, bon, je prends mon dioxyde de chlore... le bleu, le traitement métabolique. Le cétogène, j'avoue que j'ai du plaisir, moi j'aime bien. On peut se faire plaisir, voilà. C'est pas non plus une peine qu'on s'inflige. Et je rends grâce pour ce parcours hein, qui est offert. Et je suis touché aussi, un peu de me dire, un peu d'inquiétude, de me dire est-ce que nous, patients, on continue à avoir accès
évidemment à ce traitement, parce que c'est notre vie qui tient. Hein. Enfin, voilà, notre vie, en tout cas c'est ma croyance, et puis plus que ma croyance, c'est factuel, on va dire. Voilà. Donc laissez-nous vivre, j'ai envie de dire. Et puis au-delà de ça, c'est vrai que c'est... Bon, entre patients, on se parle, et heureusement. Et bon, c'est vrai que si on pouvait en plus améliorer l'accessibilité, c'est vrai qu'il y a des associations qui existent, peut-être un essai, voilà, l'essai clinique qui était évoqué. Si ça pouvait améliorer l'accessibilité, ça serait que bien, évidemment. Voilà. Ce que je peux vous dire, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus Bon, voilà. Merci. Merci Laurent. Merci à vous.